L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haller. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'entrepreneuriat, c'est du sport. Et aujourd'hui, mon invité est Jean-Christian Rivet. Bonjour Jean-Christian. Bonjour Eric. Alors Jean-Christian, entrepreneur depuis un certain nombre d'années, spécialiste des réseaux sociaux. Tu as entre autres écrit aussi un livre qui s'appelle « Le bonheur est dans le réseau ». Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu peux préciser un petit peu plus ton parcours entrepreneurial? Eh bien, c'est vrai qu'on me présente souvent comme un spécialiste des réseaux sociaux, mais en fait, je suis plutôt un spécialiste des réseaux au sens large, puisqu'en fait, je travaille beaucoup sur la convergence des réseaux entre les réseaux naturels et les réseaux sociaux. Parce que pour moi, il n'y a pas de réseau numérique s'il n'y a pas de réseau naturel, s'il n'y a pas de réseau physique. Alors, c'est vrai qu'on est dans une période où on se rencontre un petit peu moins physiquement, mais il n'empêche quand même qu'effectivement, on a besoin de travailler en réseau. C'est pour ça que mon livre « Le bonheur est dans le réseau » reprend ce thème-là. Alors, tu dis que ça fait déjà quelques années, effectivement. On est en 2021 et c'est donc ma 20e année d'entrepreneuriat. Eh ben, écoute, félicitations Jean-Christian et merci d'avoir accepté mon invitation. Et comme tu le sais, ce podcast fait le lien entre l'entrepreneuriat et le monde sportif et voir un peu qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'un et dans l'autre. Et ma première question, ça va être si tu avais été le meilleur du monde dans un sport, alors que ce soit un sport olympique, hein, d'été ou d'hiver ou un autre sport, quel sport aurais-tu choisi? Alors moi, j'ai toujours été passionné par les sports mécaniques en particulier, enduro, cross, rallye. Et, euh, et c'est vrai que quand je vois des Français qui ont été champions du monde ou qui ont été champions de cross aux États-Unis, ou quand je vois Peter Hansel qui gagne son 14e Dakar, donc là en l'occurrence en voiture, mais c'est un ancien enduriste. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me faisait rêver quand j'étais môme, quoi. Et qu'est-ce qui t'attirait justement dans les sports mécaniques? C'était la mécanique, c'était autre chose? Quelle était, d'où vient cette passion pour ces sports d'enduro et de motocross? D'abord, moi, ma première passion quand j'ai eu une moto, c'était vraiment la liberté que ça a apporté. En fait, on peut vraiment se déplacer facilement. Et puis, comme c'est à un âge où on n'a pas encore de voiture, on associe vraiment ça à la moto. Et puis, le côté pilotage, c'est-à-dire que le fait de pouvoir, de façon très fine, décider de ce que la mécanique va faire et de placer la moto, les sauts, les virages, etc. Enfin, pour les gens qui ont expérimenté ça, pardon, c'est quelque chose de très jouissif en fait. D'accord. Et tu parles de liberté justement. Est-ce qu'on peut faire un lien avec l'entrepreneuriat? Tu as peut-être été dans une première partie de ta vie salarié. Et qu'est-ce qui t'a fait passer à l'entrepreneuriat? Et est-ce que c'était, comme pour la moto, cette recherche de liberté? Oui, alors non seulement ça fait 20 ans cette année, mais en plus cette année, j'aurais passé plus de temps dans ma vie professionnelle en tant qu'entrepreneur qu'en tant que salarié, puisque j'ai passé 18 ans dans une vie salariée et après effectivement entrepreneur. Oui, la liberté, c'est sûr que c'est ce que j'aime aussi quand on regarde des sportifs de haut niveau, c'est le fait d'avoir un objectif, de tailler la route, on a besoin d'être entouré parce qu'on a toujours besoin d'avoir des gens qui vont pouvoir nous épauler, nous aider, mais en même temps, voilà, on surpasse en permanence, on apprend des nouvelles choses. Et moi, tu vois, depuis 20 ans, si je dois retenir quelque chose, c'est ça. C'est un complexe de l'imposteur qui m'a fait passer mon temps à apprendre des choses nouvelles et à changer et à évoluer. Et donc, c'est vrai que je pense, je n'ai jamais été sportif de haut niveau, mais je pense que dans le sport, c'est pareil, quoi. On n'en a jamais assez de progresser. C'est ça, en fait, si on ne progresse pas, on fait du surplace et les autres, s'ils progressent, ils nous dépassent. Tu parlais également du fait de conduire une moto, de choisir tes trajectoires. Ben, je suppose qu'être entrepreneur, pour toi, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire qu'on a tous des projets en tant qu'entrepreneur et ben, on parlait de liberté, mais il y a aussi ça, c'est je décide de ce que je fais. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles l'entrepreneuriat, peut-être de ton côté, t'a attiré. Bah, surtout que je suis entrepreneur dans le monde du digital, hein, puisque mon cabinet s'appelle Net Stratège et en fait, je travaille sur la stratégie digitale depuis 2001. Donc là, je te laisse imaginer, en 2001, on essayait de convaincre les gens de se connecter à Internet, après d'avoir un site web, après d'avoir un email par collaborateur, après de passer au mobile, après de passer aux réseaux sociaux.
Et donc, effectivement, on est en permanence en train de se réinventer, de changer son modèle économique, de changer la façon dont on, entre guillemets, s'entraîne. Les compétitions ne sont pas toutes au même endroit. C'est vraiment assez proche du sport, l'entrepreneuriat, pour ça, justement, parce que c'est une multitude de choix. Et là, tu vois, avec ce qu'on a vécu ces derniers mois, ce qu'on est en train de vivre depuis quelques mois, là aussi, on réinvente encore nos modèles économiques avec le Covid, qui fait que, voilà, qu'il faut être extrêmement agile. Et c'est d'ailleurs un mix entre de l'agilité et de la constance, en fait. Ben, carrément dans l'agilité, dans le sport de haut niveau. On est dans un univers ultra concurrentiel, ultra compétitif. Et c'est vrai que je dis souvent, moi personnellement, que l'agilité est une des qualités essentielles du sportif de haut niveau, savoir s'adapter par rapport à son environnement, par rapport à ses adversaires, par rapport à tout ce qui fait tout ce qui se passe autour d'une compétition pour laquelle on a des fois travaillé pendant des années. Et je crois qu'aujourd'hui, tu le dis bien avec ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, dans le monde même globalement avec la Covid qui est là. Si on n'est pas agile, on peut pas survivre en fait. Ben, il y a un exemple concret, hein, je suis conférencier professionnel depuis quelques années et c'était en train de monter en puissance et c'était vraiment un projet professionnel important pour moi. Et tout ça, ça a été balayé en l'espace de quelques heures parce que, ben, évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus d'événements physiques. Donc, on a passé ça en webinaire, on a passé ça sur d'autres modes d'expression. Et là, on est exactement là-dedans. Par contre, tout le travail qui a été fait sur le fond pour un conférencier, qui est le fait de travailler ses interventions, travailler sa façon de parler en public, etc., bah, tout ça, on l'utilise dans un cadre qui est un peu différent, quoi, qui est plus contraint quand même, mais qui est différent. C'est ça, tu as su t'adapter, tu as su utiliser les compétences que tu avais développées dans ton métier de conférencier pour les transposer dans un autre environnement en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tu passes de la formation présentielle à la formation, bah, je sais pas, par exemple, des formations vidéo. Enfin, toi, tu en fais aussi, ou à un moment donné, on se met sur des formations en ligne. Et tout ça, effectivement, mais je pense que ça doit être comme dans le monde sportif. C'est à partir du moment où ton foncier est bon, après, le mode d'expression peut être différent. Mais de toute façon, tu as ton expertise, tu as tes savoir-faire, tu as tes soft skills. Et à un moment donné, ben, voilà, la vie t'amène à les exprimer de façon différente, mais le fond tout à fait est là. C'est pour ça qu'il faut quand même être préparé, quoi. J'ai d'ailleurs, là, pour cette année, j'avais repris une citation sur ma carte de vœux, qui était une citation de Henry Lewis qui disait « L'art de vivre consiste en un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon ». Et pour moi, c'est exactement la philosophie dans laquelle je suis depuis un an. D'accord, merci Jean-Christian. On a parlé d'un sport, un sport mécanique, maintenant un sportif. Est-ce qu'il y a un sportif qui, toi, t'inspire ou t'a inspiré à une époque? Il y en a pas mal, hein, parce qu'on a enfin, je vais rester sur le sport mécanique, c'est celui que je connais le mieux. Il y a beaucoup de bons pilotes français d'ailleurs ou pas, qui ont des carrières exceptionnelles. Moi, celui que j'admire vraiment, je crois, le plus, c'est Stéphane Peter Hansel sur la durée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui, entre guillemets, j'ai démarré l'enduro. On était sur les mêmes pistes de championnat de France d'enduro, mais évidemment pas au même niveau, hein. Mais en revanche, c'était quelqu'un qui avait déjà bon, évidemment les qualités de pilotage, mais qui était déjà un hyper professionnel, qui, il y a 30 ans, était déjà capable de négocier avec ses sponsors. C'était un businessman, c'est quelqu'un qui avait un mental en béton et qui après s'est mis au Dakar, a gagné 6 Dakar en moto, vient de gagner cette année son 8e Dakar en voiture. Et moi, ce que j'admire, c'est cette espèce de longévité qui fait que tu restes un sportif de haut niveau dans ta tête, tu es un gagnant. Après, j'imagine qu'évidemment, son corps, c'est plus le même qu'il y a 30 ans, mais il a été capable d'adapter, de s'adapter et de suivre. On a la même chose avec Federer, on a la même chose. Voilà. Alors, c'est peut-être parce que je suis âgé que je suis admiratif des gens qui durent. Après on parlait d'adaptation, et c'est vrai que Peter Hansel, il est peut-être passé aussi de la moto à la voiture parce que justement, il a eu conscience que ses capacités physiques ne lui permettraient peut-être plus en moto, qui est peut-être plus exigeant de gagner des compétitions telles que le Dakar. Et du coup, cette mentalité de gagnant dont tu parles, quand on l'a jusqu'à la fin de sa vie. Il s'est dit, bah, si je continue la compétition, c'est pour gagner, c'est pas juste pour faire de la figuration, surtout avec le palmarès qui s'était déjà construit en moto. Et donc, c'est peut-être aussi un peu pour ça
il est parti côté auto et en étant assis, même si je pense que c'est aussi difficile de gagner le Dakar, que ce soit à moto ou en auto. Et du coup, tu parlais de longévité. C'est vrai que Stéphane Peter-Ancel en est un bon exemple. C'est vrai aussi en entreprise, c'est vrai aussi en tant qu'entrepreneur, parce que je pense que dans notre vie, on a tous à un moment ou à un autre une idée qui nous paraît géniale et qui va révolutionner le monde et qui va nous permettre d'être notre propre chef. Tu penses que toi aussi, la réussite de l'entrepreneur passe aussi par cette longévité et savoir voir à long terme? Alors, je crois surtout qu'il faut faire une différence entre la longévité de l'entrepreneur et de l'entreprise. C'est-à-dire que je pense effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se lancer dans l'entreprise ou dans l'entrepreneuriat en disant, voilà, je lance mon affaire et mon affaire, c'est moi. Alors qu'en fait, si on regarde bien sur la durée, on peut très bien imaginer que, un peu comme dans le sport, à un moment donné, on va créer une entreprise, puis éventuellement, on va la revendre ou elle va pas marcher, on va en faire une autre, etc. Et je pense que c'est l'entrepreneur qui a besoin de durer dans le temps. Il n'y a rien qui me fait plus de peine, alors ce n'est pas un jugement, hein, mais que de voir des entrepreneurs dont l'entreprise n'a pas fonctionné et qui retournent, alors soit dans le salariat, soit qui baissent un peu les bras et disent je vais essayer de travailler pour quelqu'un d'autre, etc. Et ça me fait de la peine parce qu'en fait, ça veut dire que ils ont confondu leur rêve en tant qu'entrepreneur avec leur rêve d'entreprise. Et ce que je vois, moi, depuis 20 ans, c'est que mon modèle a tellement changé que là, je suis en train, justement, en fêtant mes 20 ans, de retrouver un petit peu l'historique pour en parler un peu là dans ma communication. Et quand je vois comment je travaillais à 20 ans, je me dis, waouh, mais c'est plus la même, enfin, voilà, c'est plus la même chose. Comme dans le sport, j'imagine, on doit dire, c'est plus le même sport qu'on pratique, hein. Je suppose que ça doit être pareil pour toi. Ou à un moment donné, la technique sportive a dû tellement changer que tu te dis, un sportif d'il y a 20 ans serait plus capable de courir aujourd'hui. Donc oui, je crois que dans l'entrepreneuriat, le fait de durer, c'est de durer en tant qu'entrepreneur plutôt que son entreprise. Et après, effectivement, de rebondir d'une opportunité à l'autre. Après, il y a évidemment des entrepreneurs, hein, on pense, je sais pas, aux gens qui Jeff Bezos, qui a créé Amazon, ou des gens qui passent toute leur vie dans la même entreprise. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on croit qui vont pas être dans ce cas-là. Et je pense en particulier poussé par le phénomène des startups où, logiquement, quand on crée une startup, normalement, dans 5 ans, théoriquement, on en perd la propriété. Donc, souvent, ça se revend et puis on passe à un autre projet, quoi. Et justement, donc toi aujourd'hui, tu es un entrepreneur individuel toujours. Est-ce que tu as jamais eu l'envie ou l'opportunité, tu me diras, de monter une équipe et de travailler avec d'autres personnes et de faire grossir ton entreprise? Ou c'était un souhait de vraiment vouloir rester tout seul aux manettes? Alors, ça a toujours été un souhait de rester tout seul dans mon entreprise. Par contre, je n'ai jamais travaillé tout seul. C'est-à-dire que la première chose que j'ai fait quand j'ai démarré mon activité, ça a été de commencer à chercher des partenaires avec qui travailler. Parce que dans le numérique, c'est très difficile d'avoir toutes les expertises. Surtout que moi, je suis plutôt en position chef de projet, donc j'ai plutôt un métier qui est transversal. Et donc, j'avais besoin d'expertise autour de moi. Donc, en fait, je n'ai jamais fait grandir l'entreprise, mais par contre, mon champ d'intervention, il repose sur une quinzaine d'autres compétences. Donc, en fait, je travaille vraiment en entreprise en réseau. Donc, voilà, et c'est vraiment un choix, effectivement. Parce que dans le numérique, il y a aussi un risque quand on fait grandir son entreprise avec des salariés. J'ai beaucoup d'agences qui ont vécu ça. Les expertises ayant tendance à évoluer et à changer, d'avoir parfois des castings difficiles à faire, parce que quelqu'un qui pouvait être expert, je sais pas, il y a 10 ans et expert en Flash, il a intérêt à se réinventer, parce que Flash n'existe plus, par exemple, hein, pour les gens qui connaissent ces technos. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en observant ça, je me suis dit que ça serait peut-être plus efficace pour moi de travailler en entreprise étendue, en entreprise en réseau. Ce que tu as mis en pratique d'ailleurs, puisque tu as monté un réseau d'entrepreneurs individuels qui s'appelle Plus Agile il y a 5-6 ans de mémoire. Ouais, 2014, ouais. Et donc, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as eu cette idée? En fait, l'idée, elle est venue d'un client parce que je travaillais donc avec d'autres gens et il y a un client chez qui on était en train d'intervenir, on était 5. Et un jour, il vient me voir, il me dit, Jean-Christian, j'ai l'impression que je suis toujours en train de répéter la même chose à chacun d'entre vous, puisque vous intervenez sur des champs différents. Il y avait quelqu'un en relations presse, il y avait quelqu'un en stratégie de marque, il y avait moi qui étais sur la partie réseau, il y avait quelqu'un d'autre qui intervenait sur la partie graphique, etc.
Et il me dit, j'ai l'impression que chez vous, la main droite, c'est pas ce que fait la main gauche. Alors, comme c'était quand même un client sur lequel on avait un peu plus de 50 000 euros d'intervention par an, je me suis dit, effectivement, ce serait peut-être le coup qu'on se pose la question de mieux collaborer entre nous. Et donc, j'ai réuni comme ça une quinzaine de personnes avec qui je travaillais. Et on a décidé de monter, dans un premier temps, un petit groupe de travail plus collaboratif qui est devenu un réseau plus agile, une association dans laquelle on est une vingtaine aujourd'hui. Ce qui te permet donc, comme tu le disais, de travailler toujours en réseau, en équipe, en restant entrepreneur individuel, comme tu nous l'expliquais il y a quelques instants. Oui, voilà. L'idée, c'est que souvent, on a tendance, c'est peut-être ce qui arrive à certains des auditeurs là, on a tendance à travailler sur de la recommandation, c'est-à-dire de dire à quelqu'un, bah, tiens, appelle machin de ma part. Tu as besoin d'un coach, bah, appelle Eric, il va pouvoir coacher tes managers. Mais ça, finalement, c'est le premier degré, parce que très rapidement, on a besoin aussi de collaborer, parce que parfois, on a besoin d'être ensemble sur le terrain chez le client. Et la suite logique de ça, c'est de co-construire, c'est de se dire, bah, puisqu'on travaille bien ensemble chez le client, et si on construisait une offre ensemble, voire même après, ça c'est le cas avec Plus Agile, et si on co-développait, c'est-à-dire si on faisait aussi de la communication, si à un moment donné, on prenait une bannière sur laquelle on allait pouvoir développer nos business. Voilà. Donc c'est simplement une suite logique. Hein. Quelqu'un qui travaille vraiment en réseau, à un moment donné, il sent qu'il a besoin de collaborer, de co-construire et de co-développer. On a parlé d'un sport, donc l'enduro, le motocross pour toi, d'un sportif, Stéphane Peter Hansel. Aujourd'hui, maintenant, j'aimerais aller sur un niveau un peu plus haut en termes de manager ou d'entraîneur sportif que tu connais, lequel, dans sa manière de gérer, de manager un projet, une équipe, t'inspirerait le plus tel que toi, tu pourrais le faire au sein du réseau Plus Agile que tu as construit. Est-ce que tu as un nom en tête d'un manager ou d'un entraîneur qui te plairait, qui t'inspire? Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Roger De Coster, qui a été 5 fois champion du monde. C'est un Belge et qui est aux États-Unis depuis 40 ans maintenant. Et qui en fait est devenu team manager aujourd'hui, est team manager de la plus grosse équipe de cross du monde, hein, qui est KTM Husqvarna GasGas. Et en fait, ce gars-là, ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'il a été manager des plus grandes années de Honda, de Suzuki, là, de KTM. Et en fait, ce gars-là, il est resté en relation avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il a construit un réseau qui est vraiment, enfin, qui dépasse les teams dans lesquels il est. Il est toujours en contact avec d'anciens pilotes. Il a par exemple, c'est lui qui a coaché Jean-Michel Bell, qui était le premier Français à gagner aux États-Unis. Voilà, ils sont restés potes. Il a fait venir énormément d'Européens, comme lui, les Belges d'origine, il a fait venir énormément d'Européens pour se tester aux États-Unis, parce que c'est le plus grand, enfin, le Supercross aux États-Unis, c'est l'équivalent de la NBA, quoi, pour le basket. Donc voilà. Et en fait, ce gars-là, voilà, bon, c'est quelqu'un maintenant qui va approcher des 80 ans, qui est toujours team manager, mais qui commence petit à petit à lâcher un peu l'affaire. Mais il a toujours travaillé en entreprise comme ça, étendu. Alors, c'est quelqu'un qui a un très, 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 très fort caractère, mais qui a toujours su faire émerger et grandir les compétences. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que quand les pilotes te parlent de lui, ils disent qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fait éclore en fait ces gens-là. Et je trouve ça vraiment intéressant, quelqu'un qui est capable de libérer le potentiel, de libérer le talent et de donner sa chance aux gens et après de les accompagner jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire d'arriver. Moi, il était un grand champion, hein, Roger De Coster. Et en plus d'arriver après à transmettre et, comme tu le dis si bien, à débloquer le potentiel de chacun. Et aujourd'hui, je suis certain que un manager, en fait, que ce soit en sport ou en entreprise, un entraîneur, c'est ce qu'il cherche. C'est à créer cette espèce d'osmose au sein de l'équipe et faire en sorte que cette équipe révèle le potentiel, le meilleur de chacun des membres de cette équipe. C'est ça, c'est ça. Et tout son parcours a été fait comme ça, puisque c'est quelqu'un dans les années 70, quand il a été champion du monde, donc, parce que c'était essentiellement européen, le cross. Les Américains l'ont fait venir comme tête d'affiche pour installer, pour créer le cross en fait aux États-Unis. Et donc, c'est vraiment le gars qui a amené le cross européen aux États-Unis, qui l'a fait grandir, qui aujourd'hui est un des 2 ou 3 plus grands team managers. Et en fait, et quelque part, c'est ce côté aussi. Il est arrivé, il a donné, alors il était rémunéré, j'imagine, pour tout ça, évidemment, c'est son job, mais il a donné à fond, quoi. Tu vois, c'est vraiment le gars qui a
co-construit avec les gens et co-développé avec les gens le plus grand championnat au monde, quoi. C'est ça aussi, hein, il a fait, tout le monde a grandi en même temps que lui, quoi. Ce qui est bien aussi dans cette histoire que tu nous partages, c'est on ressent ce côté passion qu'a pu avoir Roger de Coster et durant sa carrière en tant qu'athlète et après en tant que team manager. Et je pense que c'est aussi un point important en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire qu'à la base, c'est une passion qui nous fait devenir entrepreneur. C'est ça. Et il faut essayer justement de garder ça. Et comment est-ce que toi, tu as la même passion qu'au début? Est-ce que c'est une passion différente qui a évolué depuis 20 ans maintenant que tu es entrepreneur? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, la passion pour la liberté, oui. C'est-à-dire que j'ai rêvé pendant 20 ans d'être libre quand j'étais salarié. Donc effectivement, ce rêve-là est toujours aussi vivace. Je me verrais pas faire autre chose que d'être libre de mes mouvements, libre de mes projets, d'assumer en fait tout ce qui se passe, hein. Ben, ça marche pas, ben, j'assume et puis j'avance. La passion pour mon métier, toujours, même si le côté pionnier qu'il pouvait y avoir dans le web dans les années 2000, bon, on l'a quand même perdu aujourd'hui. On est quand même sur des grosses mécaniques, beaucoup d'outils, beaucoup d'argent. Alors, je n'ai rien contre l'argent. Moi, je ne suis pas du tout dans ce trip-là. Simplement, à un moment donné, le côté un peu artisanal qu'il pouvait y avoir dans le numérique est un petit peu plus difficile à retrouver, puisqu'aujourd'hui, le ticket d'entrée pour monter un site e-commerce est quand même très élevé si on veut qu'il marche. Et puis, si on veut développer des outils aussi, même si c'est facilité par le phénomène des startups. En revanche, ce qui a grandi, c'est vraiment le côté travail en réseau, quoi. C'est-à-dire qu'une de mes frustrations dans les années 2000, c'était que quand je disais, ben, on va travailler avec tous les gens qui font du numérique à Poitiers, par exemple, on était 5 en réunion, quoi. Oui. Je me souviens que il y avait la ville, il y avait la région et puis la ville de Poitiers, la région Poitou-Charentes et la ville de Poitiers qui faisaient des réunions avec les gens du numérique quand ils étaient obligés de harceler au téléphone pour réussir à réunir 10 personnes qui faisaient du web dans le coin parce qu'on était vraiment très, 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 très peu. Donc ça, aujourd'hui, ce qui est vraiment sympa, c'est que ben, y a toute une espèce d'effervescence et là, aujourd'hui, on peut vraiment s'amuser, quel que soit le sujet d'ailleurs sur lequel on entreprend. On peut travailler. Enfin, j'ai par exemple un nouveau réseau là qui est en train de naître, qui s'appelle Jouer Collectif, autour des gens qui me suivent en webinaire et en masterclass. C'est en train de devenir une communauté avec des gens de plein de métiers, des gens des RH et tout ça. Et c'est pareil, donc là, c'est pas formalisé comme l'association plus agile, c'est pas du tout le même but. Mais par contre, ben, on grandit ensemble et c'est vraiment de la régalade, quoi. Donc ça, oui, cette passion, par contre, du travail en réseau, là, il n'y a aucun doute que ça grandit et je pense que ça m'habitera jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait au début, tu as su t'adapter et évoluer avec la pratique. C'est vrai que ce côté un petit peu explorateur des débuts du web, on l'a plus aujourd'hui, mais on trouve d'autres choses comme le côté réseau. Une dernière question, Jean-Christian. On a parlé de sport depuis le début de cet épisode. Est-ce qu'il y a une qualité que tu identifies aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir? Que je n'ai pas et que j'aimerais avoir. Je pense quand même que ces gens-là sont des gens qui ont une certaine autodiscipline. Et moi, en fait, j'ai une grosse force de travail. J'arrive à produire beaucoup de choses, mais par moment, quand un truc me passionne un peu moins, je passe à autre chose. Alors que je pense que les sportifs, même quand c'est difficile sur quelque chose, ils vont continuer quand même de le faire. Alors, je fais quand même, je mets un petit bémol à ce que je dis, puisque j'ai quand même un coach en la personne de Eric Allard qui me permet de travailler là-dessus et qui m'a, par exemple, amené à aller à la fin de mon livre. Mais c'est typiquement le genre de projet où, à un moment donné, ça ne m'amusait plus et j'aurais été capable de mettre ça dans un tiroir et de le laisser tomber. Et ça, c'est vraiment le côté que j'admire chez les sportifs. C'est on sent que même quand c'est dur, je pense en particulier par exemple aux gens qui font du cyclisme, on ne reste pas dans le col, quoi. On va jusqu'en haut du col et on va jusqu'à l'arrivée. Et je ne sais pas si ça serait aussi naturel que ça chez moi, mais avec un peu de coaching, ça se travaille. Et du coup, c'est quelque chose cette autodiscipline, qui pourrait te permettre de toi aussi, comme un cycliste qui arrive en haut du col,
de toi de développer encore plus ton entreprise ou d'une meilleure manière? Oui, parce que je pense que quand il y a cette autodiscipline, en fait, on rajoute des couches petit à petit, un petit peu comme on rajoute une espèce de carapace qui fait qu'à un moment donné, comment dire, ça devient beaucoup plus solide. Alors que si on fait quand c'est difficile, on laisse un peu, puis on passe à autre chose, etc., en fait, on est toujours quelque part en fragilité. Alors, je sais que c'est aussi lié à une envie de créativité, etc., hein. C'est aussi, je pense, une question de personnalité aussi, quoi. Mais oui, je pense que à un moment donné, je me suis senti un peu léger sur des choses parce que je me disais, tu serais allé un petit peu plus loin, tu aurais cette espèce peut-être de, alors je sais pas si c'est une carapace, parce que carapace, ça me paraît un peu négatif, mais cette espèce de blindage qui fait que tu tailles la route, quoi. Et c'est par exemple ce que j'ai retrouvé chez certains conférenciers, par exemple, qui sont vraiment ce que j'appelle des bulldozers au niveau business, quoi. D'accord. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose, je pense, qu'on doit retrouver. Je sais pas, je pense à Teddy Riner, par exemple, quoi. Je veux dire, je pense que quand il arrive, rien que le fait qu'il arrive, les gens ont peur, quoi. Ah ben, certains. Je pense que Certains, bon, il y a bien toi, avoir un à un moment donné qui a moins eu peur. Mais... voilà, toi et moi, je pense que si on se retrouvait sur le tatami avec Teddy, bon, on se poserait deux, trois questions. D'ailleurs, il a un bel objectif qui approche dans pas longtemps avec les JO de cet été, normalement. Justement, en parlant d'objectifs, c'est quoi là ton futur proche, Jean-Christian, tes prochains objectifs? Tu peux nous en dire un peu plus, juste pour conclure? Euh, alors, les objectifs, je dirais plutôt les envies. Les envies aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à mixer tout ce qu'on a appris en présentiel et en distanciel ces derniers mois pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus fluide quand je suis auprès de mes clients. En termes d'objectifs, c'est, vu mon grand âge, de devenir, alors je voulais devenir un conférencier et à terme ne plus faire que des conférences parce que c'est quelque chose qui me plaît. Alors, j'espère que cet objectif-là, on pourra le retrouver quand on aura le droit de réunir des gens dans les salles. Mais ce que j'espère, c'est de pouvoir faire grandir la communauté des gens avec qui je travaille et de créer quelque part un labo des réseaux. Parce que je vois que ça change vraiment la vie des gens de travailler en réseau et de pouvoir créer à travers toutes ces expériences-là. Alors, je sais que ce n'est pas smart, hein, comme objectif, puisqu'il n'y a pas de temps, ce n'est pas mesurable. Mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment de faire grandir la communauté de mon réseau, de façon à ce qu'on puisse avoir plein de nouvelles idées et aussi pour faire grandir tout le monde, en fait. Eh ben, écoute, bel objectif, Jean-Christian. On suivra ça de près. Et puis, ben, écoute, je te remercie pour cet échange et Merci je à te dis toi. à très bientôt. Merci à vous, auditeurs.